Donc on se retrouve avec la même équipe, donc Armel Nechi et Myrti Nuri, pour cette fois-ci donc continuer de discuter sur le sujet de la mobilité internationale, mais cette fois-ci on va plus axer nos questions donc sur l'essentiel donc du programme Erasmus, programme dont tout le monde a entendu parler, dont on a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense. Donc j'ai une question directement en lien avec ce qu'on s'est dit ce matin, donc pour le financement. Est-ce que c'est possible de faire un Erasmus en étant en formation en apprentissage? Si oui, comment? Alors, le programme le prévoit, on peut le financer, cependant c'est assez complexe, ça ne se fait qu'à la marge. La problématique ne vient pas du programme en lui-même, mais plus de l'entreprise dans laquelle se trouve l'étudiant. Si cette entreprise est une entreprise franco-française qui n'a pas de filiale à l'étranger, ce sera forcément impossible. Mais si vous êtes dans une entreprise multinationale qui a une filiale à l'étranger, vous pouvez tout à fait poser la question et le programme Erasmus, en tout cas, le prévoit. D'accord. Du coup, si on fait, si par exemple on a juste une année à faire en formation en alternance, on peut faire un Erasmus d'1 an. Ce serait peut-être plus simple de trouver une entreprise directement sur place pendant toute une année. Non, ça n'est absolument pas prévu. On ne peut contractualiser un apprentissage qu'avec une entreprise française et pas du tout une entreprise étrangère. D'accord, ok. Autant pour moi. Du coup, pour rebondir là-dessus, le programme Erasmus, est-ce que c'est un programme donc, qui reste cantonné vraiment à l'Union européenne? Alors, il y a bien sûr l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres pays comme l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie, la Macédoine du Nord et la Serbie. Et il existe aussi un programme spécifique qui s'appelle Mobilité internationale de crédit. Et l'UPEC a signé avec des pays comme la Géorgie ou l'Ukraine. Vous pouvez aussi quand même partir en Suisse, même si la Suisse pour le moment ne fait plus partie du programme Erasmus. Il y a un programme spécifique de bourse suisse. D'accord, donc quelque chose vraiment très précis pour la Suisse. Je pense qu'on peut peut-être aussi rappeler le déroulé pour justement partir en Erasmus, pour faire la demande, etc. Oui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais je le reprécise parce que c'est vraiment très important, il faut préparer son départ vraiment très à l'avance, au minimum une année. D'une part, pour prendre contact avec le chargé des relations internationales de votre composante, ça c'est une première chose, qui sera votre interlocuteur privilégié, pour voir l'aspect pédagogique avec le responsable de votre formation, mais aussi pour préparer votre budget, puisqu'il est vraiment partie prenante dans la décision de votre choix d'université d'accueil. D'accord, merci. Si on peut sortir donc les avantages vraiment du fait de partir en Erasmus, ce serait quoi du coup les gros plus, la grosse plus-value apportée à l'étudiant? Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Alors il y a bien entendu celle auquel vous pensez tout de suite, c'est-à-dire la langue, mais attention, je tiens quand même à vous préciser qu'il faut avoir un niveau minimum dans la langue du pays où vous allez suivre vos cours. C'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas partir en Espagne en étant débutant en espagnol. Cependant, si vous avez un niveau minimal, vous allez grandement améliorer votre niveau de langue. Ensuite, l'aspect pédagogique. Vous allez rencontrer une autre façon d'étudier, une autre façon d'apprendre, ou peut-être des thèmes que vous n'auriez pas abordés à l'UPEC. Et ça, c'est très intéressant. À côté de ça, il y a la vie personnelle. Vous allez devoir, pour beaucoup d'entre vous, vous débrouiller pour la première fois tout seul, louer un appartement, vivre seul, vivre en colocation, gérer les problèmes du quotidien, et vous allez en ressortir fatalement grandi. Ensuite, il y a l'aspect social, il y a l'aspect culturel, vous vous ferez des amis pour la vie, et je dirais, vous ferez des choses que vous ne ferez plus jamais. Donc j'encourage chaque étudiant de l'UPEC, si c'est possible, dans son cursus à partir. D'accord, donc c'est vraiment un condensé de vie étudiante en une année. C'est un condensé de vie étudiante et c'est quelque chose qui vous fera, encore une fois, mûrir, grandir, voir les choses autrement, vous faire réfléchir sur votre futur parcours, sur votre parcours professionnel ou sur votre choix d'enseignement. Alors, j'ai une question de Shannon qui se demande combien de temps dure le programme. Je ne sais pas si c'est pour un stage ou pour un séjour d'études. Eh bien, on va parler des deux, il n'y a pas de souci. Alors, pour les séjours d'études, dans un premier temps, vous pouvez partir un semestre
ou une année dans une université partenaire. Pour un stage, tout dépend en fait de votre formation. Il faut savoir qu'un mois, non, ça n'est pas possible, c'est minimum 2 mois. Et que si votre formation vous impose 3 mois de stage, ce sera 3 mois de stage. Là, pour les stages, c'est un peu différent que pour les séjours d'études. Pour les séjours d'études, c'est un programme en soi. Pour les stages, c'est plus un financement Erasmus. Merci. Sinon, pour revenir au point des langues, est-ce qu'il est vraiment important de maîtriser un minimum la langue du pays dans lequel on va, même si les enseignements sont dispensés en anglais? Alors, c'est fondamental d'avoir un niveau minimum dans la langue dans laquelle vous prendrez vos cours. C'est vraiment ça qui est important. Par contre, si vous partez dans un pays où les enseignements sont en anglais et la langue du pays, par exemple en Suède ou autre, et autres, je vous engage, et ça les universités vous le proposent, à faire du survival. C'est-à-dire qu'au début du cours, vous avez soit un stage intensif de suédois, d'italien, que sais-je. Et je vous engage vraiment à le faire. D'une part, vous aurez aussi des cours de culture et des cours de langue. Ça vous permettra de mieux connaître le pays dans lequel vous êtes et de vous y intéresser, parce que ça, c'est très important, même si les cours sont en anglais. D'accord, donc c'est pas une barrière parce qu'il y a des solutions qui sont proposées. Il y a des solutions qui sont proposées par les universités partenaires qui ont l'habitude d'accueillir des étudiants internationaux. D'accord, très bien. Et justement, au sujet de la langue, on nous demande s'il faut passer des tests de langue. Eh bien, tout dépend de l'université qui vous accueille. Certaines universités sont plus exigeantes que les autres et certaines universités demandent un test de langue indispensable. D'autres font confiance aux partenaires. Et puis, je crois qu'il y a un test qui s'appelle OLS aussi. Alors, ce test qui est OLS, qui est dans le cadre uniquement du programme Erasmus, c'est un test que l'on fait avant son départ ou juste à son arrivée et ensuite à son retour. Ce test OLS a été mis en place pour connaître en fait l'influence du séjour sur le niveau de langue de l'étudiant. Et on peut constater, quand on regarde les résultats, que systématiquement, l'étudiant progresse au minimum d'un niveau. Une autre question qui est de savoir si on peut faire plusieurs programmes Erasmus. Alors, dans le cursus, il est tout à fait possible de partir plusieurs fois. Le financement prévoit maximum 360 jours de financement par niveau. Licence, master, doctorat. Attention, c'est ce que prévoit le financement, mais il y a les décisions de votre composante. La formation prévoit peut-être un séjour d'études en 2e année et un stage en 3e année. Il faut vraiment suivre ce que va vous dire là pour le coup le chargé des relations internationales, c'est très important. Et donc dans ce cas-là où il aurait justement donc, un séjour d'études à l'étranger puis un stage l'année d'après, si c'est obligatoire, il y aura quand même une aide au financement ou ce sera plus? Oui, tout à fait. L'étudiant, il peut tout à fait partir en Europe, par exemple, je ne sais pas, un semestre en 2e année en séjour d'études, puis en stage la 2e année. Il a le droit jusqu'à 360 jours de financement. D'accord. Donc ça ne pose aucun problème. D'accord, merci. Donc on a parlé des avantages justement, donc on sortirait grandi de cette expérience. S'il y avait un inconvénient à citer, enfin s'il y en a, je ne sais pas, s'il y a des inconvénients, ce seraient lesquels du coup? Eh bien, j'en connais aucun. Pour être claire, nette et précise, j'ai beaucoup travaillé, moi, en direct avec les étudiants, puisque j'ai été chargée des relations internationales. J'ai beaucoup passé de temps avec les étudiants à leur retour, à leur départ, évidemment, pour les aider, mais à leur retour, plus pour échanger avec eux. Et jamais, au grand jamais, je n'ai eu de retour négatif. Tout le monde est heureux, ravi. Et moi, j'ai pu constater, à échanger avec les étudiants avant de partir et au retour, une évolution de l'étudiant à chaque fois. D'accord, c'est super, super enrichissant comme expérience. Du coup, il y avait autre chose. C'était, donc concernant donc, les départs, je perds mes questions, c'est infernal. C'est pas grave. Tu en as peut-être une, Myrtille ? Oui, on a quelques questions alors là qui sont plus précises sur les circonstances particulières de cette année. C'est de savoir si pour ceux qui vont partir en Erasmus, là par exemple au second semestre en janvier, est-ce que les cours vont être en ligne, en distanciel dans leurs universités d'accueil ? Est-ce qu'on en sait plus ? Eh bien, c'est une question assez difficile.
En fait, tout dépend du partenaire. Et on n'a même pas les informations à ce jour. Nous-mêmes, à l'UPEC, nous étions en présentiel il y a encore 15 jours et nous passons en distanciel partiel. Et ça évolue très vite. Donc, je ne peux pas vous répondre avec une généralité, absolument pas. C'est votre université d'accueil qui va vous contacter, qui va contacter le chargé des relations internationales et qui va vous dire dans quelles conditions vous serez accueillis. Quoi qu'il arrive, ils feront leur maximum pour que ça se passe le mieux possible pour les étudiants. On a une relation de confiance avec tous nos partenaires en Europe. Ça se passe toujours très bien, on se connaît, le programme Erasmus est rodé. Donc quoi qu'il arrive, je vous encourage de toute façon à être en contact avec votre chargé des relations internationales et votre université d'accueil. Dans tous les cas, l'université, donc l'UPEC, elle est tenue au courant justement des évolutions des modalités? Oui, tout à fait. On échange, nous, avec nos partenaires très régulièrement et on échange des mails sur la situation du pays, d'une part, mais aussi les décisions de la présidence de chaque université quant aux cours en distanciel ou en présentiel. Il n'y a jamais d'annulation totale de cours, attention. Il y a toujours, les universités assurent des cours, distanciels ou présentiels. Donc il n'y aura pas de problème avec les ECTS, etc. Ça va être... Non, vous inquiétez pas. Et puis de toute façon, les responsables pédagogiques connaissent parfaitement la situation. L'idée est de soutenir l'étudiant et pas du tout le contraire. D'ailleurs, dans la continuité de ce que vous dites, pour soutenir l'étudiant justement, le suivi du responsable des relations internationales, donc des UFR, suit vraiment chaque étudiant? Oui, vous aurez des rendez-vous avec, d'une part, le chargé des relations internationales, mais aussi le responsable enseignant des relations internationales. Vous le verrez systématiquement. Vous ne partirez jamais sans avoir fait valider vos choix de cours. Et même l'enseignant vous conseille, c'est-à-dire que vous faites une première proposition à l'enseignant et qui vous dira pour cette université, il vaut mieux prendre ce cours-là ou ce cours-ci, celui-ci est un peu difficile, je vous conseille plutôt ça. Il y aura un échange avec l'enseignant. D'accord. Et quand il sera justement sur place aussi, ça continue? Oui, ça continue parce que parfois, comme ça peut arriver à l'UPEC, il y a des annulations de cours et on doit changer ce qu'on appelle le contrat d'études. Le contrat d'études, c'est le contrat qui est passé entre l'étudiant et l'enseignant et l'université d'accueil pour dire « je m'engage à prendre tel cours » et l'enseignant, lui, s'engage à les valider dans la formation de l'UPEC. Il se peut que quand l'étudiant arrive sur place, et quel que soit le programme, il y ait un petit changement dans les cours. C'est possible parce qu'on les choisit 6 mois à l'avance. Et à ce moment-là, l'étudiant, quand il arrive sur place, il contacte tout de suite le chargé des relations internationales et l'enseignant, il explique ce qui se passe, il propose de nouveaux cours, et à nouveau une discussion s'engage, et puis il y a validation du contrat d'études définitif. C'est quasiment systématique que les étudiants ne s'inquiètent pas quand ils arrivent dans l'université d'accueil. Il y a toujours des changements, même à la marge, sur le contrat d'études. On ne s'inquiète pas, on ne s'affole pas, c'est normal. Alors justement, puisqu'on est sur tout ce qui concerne le contrat d'études, une question de Lisa qui demande s'il y a une compensation entre la moyenne de l'année avec un semestre à l'UPEC, un semestre passé à l'étranger. Enfin, c'est encore la question de la validation des cours passés dans un autre pays. Alors, ce qui est certain, c'est que si vous réussissez tous vos examens, bien entendu, puisqu'il faut travailler et travailler sérieusement malgré tous les loisirs qu'on peut vous proposer pendant votre séjour, si vous avez validé 30 crédits ECTS dans l'université d'accueil, on vous donnera 30 crédits ECTS à l'UPEC. Après, pour ce qui est de la validation entre les semestres, tout dépend du contrôle de connaissance de votre formation. Le contrôle de connaissance, si vous voulez échanger avec l'enseignant responsable de votre formation, il vous expliquera. Moi, je sais qu'en licence, normalement, tout ce qu'on pense, pas forcément en master, mais ça, c'est vraiment spécifique à chaque formation. Donc, je ne peux pas vous répondre dans la globalité. Une question de procédure sur le poids des dossiers dans la sélection. Alors peut-être qu'on peut rappeler un peu comment ça se passe de constituer son dossier et la procédure pour l'acceptation. Qui est l'interlocuteur? Dans un premier temps, bien entendu, le chargé des relations internationales. Vous avez sur le site de l'UPEC des pages internationales pour chaque composante. Donc on vous donne toutes les informations, mais rien ne remplace le contact, même si cette année c'est un peu particulier. Je vous propose d'échanger plutôt par mail avec les chargés des relations internationales et voir s'ils vous accueillent en présentiel ou si vous échangerez
par mail. Toujours est-il qu'ils vous expliqueront ce qu'il faut faire. Alors bien entendu, il y a un peu de papier à faire, un peu de documents à donner et un peu de préparation administrative, je dirais, à faire, ce qui est normal, puisque il faut donner une lettre de motivation, il faut donner vos relevés de notes, il faut préparer le choix des cours. Ça appartient à l'étudiant. Et chaque chargé des relations internationales met en place ses dossiers et doit vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Super. Est-ce que vous pourriez nous donner des petits chiffres peut-être par rapport au programme Erasmus, donc à peu près combien d'étudiants partent en séjour d'études à l'étranger à l'UPEC? Alors au-delà du programme Erasmus, on a plus de 2500 étudiants qui partent à l'étranger chaque année, il faut le savoir. C'est un chiffre. Stage ou études? Stage ou séjour d'études, c'est un chiffre important. Pour ce qui est du programme Erasmus lui-même, on a à peu près, Myrtille, toi qui fais tous les chiffres. On a en fait, c'est le programme principal à l'UPEC et environ 60% des étudiants qui partent en mobilité le font via le programme Erasmus, que ce soit pour un stage ou en séjour d'études. Après, je vais vous retrouver les chiffres plus précis si vous voulez. C'est juste pour avoir une idée Oui, de là, grandeur. j'ai un petit trou de mémoire, je suis honnête. Mais tous les chiffres, on les retrouve dans notre rapport d'activité sur le site de l'UPEC. Donc là, si vous voulez vraiment tous les chiffres de mobilité, toutes les informations, le rapport d'activité, il est sur le site de l'UPEC à la rubrique internationale, la première page que vous trouverez. D'accord. Et en termes d'évolution justement du nombre de participants à ce programme, on est plus sur de plus en plus d'étudiants qui partent ou ça se stabilise sensiblement la même chose? Alors pour les séjours d'études, on est plutôt stable parce que c'est assez lié à la façon dont les cursus sont montés. S'il y a des mobilités obligatoires, pas obligatoires. Par contre, on peut constater que les stages à l'étranger, il y a une réelle progression chaque année et les étudiants partent de plus en plus en stage à l'étranger. D'accord. Okay. Je sais qu'il y a eu une période justement où les étudiants étaient assez frileux de partir. Enfin, beaucoup en avaient envie, mais il y en avait aussi très peu qui partaient finalement par rapport à ceux qui au nombre initial donc qui voulaient partir. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi justement ils n'osent pas partir? Et aussi, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'ils se lancent dans le grand bain? Alors, le frein, il peut être vraiment je dirais deux choses importantes. Le budget, fatalement. Alors là, on a parlé des aides à la mobilité tout à l'heure. Il faut savoir que ça existe. Mais qu'en préparant son budget à l'avance, on arrive toujours à le finaliser et à avoir assez d'argent. Et parfois, le frein, il est culturel ou familial. Certains étudiants ont un peu peur de se lancer loin de la famille et finalement n'osent pas. Après, il se peut aussi qu'il y ait trop de candidats par rapport au nombre de places, des composantes, mais ça, c'est un peu plus rare quand même. Si l'étudiant est ouvert et écoute sa composante et son chargé des relations internationales et choisit des destinations que tout le monde ne choisit pas, c'est-à-dire si tout le monde choisit la même, évidemment, c'est problématique, choisit des destinations, diverses destinations, et même que les autres étudiants choisissent peu, il n'y a aucune raison qu'ils ne partent pas. D'accord. Alors, sur le chat, plusieurs étudiants s'interrogent sur le Royaume-Uni. Que va-t-il se passer avec le Brexit? Eh bien, j'avais un trou de mémoire tout à l'heure, ça tombe bien, parce que là, il va être très compliqué de vous répondre. Donc, partir au second semestre est encore possible, mais pour l'année suivante, l'éducation va être entamée en janvier. Ce qui fait que pour le moment, évidemment, je ne peux vous donner aucune information et nous n'avons même pas d'orientation, on n'a vraiment aucune information. Donc après le mois de janvier, on va suivre évidemment ça de très près à la direction des relations internationales et bien sûr qu'on reviendra vers nos collègues chargés, vers les étudiants pour vous donner toutes les informations. Mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Donc c'est à partir de l'année 2021-2022 qu'on est dans le flou. On est totalement dans le flou sur ce qui va se passer pour le programme Erasmus avec le Royaume-Uni. D'accord. Et donc les Erasmus qui sont programmés pour le deuxième semestre, pour l'instant, sont maintenus. Sont possibles, mais n'oublions pas que nous sommes dans une année un petit peu particulière avec le Covid. Donc, pour tous les pays européens, il se peut que même si nous, on a sélectionné les étudiants, s'ils ont tout préparé, si l'université d'accueil au départ a dit oui,
il se peut qu'au dernier moment, malheureusement, le départ soit annulé. Ça, c'est complètement possible et personne ne maîtrise ça. Je sais que les étudiants sont extrêmement déçus, mais nous devons écouter ce que nous disent nos partenaires et les universités d'accueil et faire ce qu'ils nous demandent. Et dans ce cas-là, je prends l'exemple donc de la faculté de sciences qui a une licence biologie santé internationale où donc beaucoup d'étudiants n'ont pas pu le faire. Est-ce que vous savez si ça va handicaper justement les étudiants au niveau donc du programme et surtout de l'acquisition de leur diplôme qui n'aura peut-être pas la notion internationale? Alors moi, je fais confiance aux responsables de formation pour toujours réfléchir en faveur de l'étudiant. Donc, quelle que soit la formation, et il y en a beaucoup qui ont des séjours obligatoires à l'international, à l'UPEC, qui n'ont pas pu se faire, je sais que les responsables de formation vont penser en faveur de l'étudiant à une solution, à une réflexion. Là, on est dans une année où personne ne sait. C'est nouveau pour tout le monde, mais je sais que tous les responsables de formation vont trouver une solution, et toujours en faveur de l'étudiant. D'accord, bon, ça reste très bienveillant. Mais bien sûr, c'est l'idée, on est là pour l'étudiant à l'université avant tout. Alors, j'ai une question très précise qui concerne les stages en Europe et par exemple en Islande. Est-ce que c'est facile de trouver des entreprises pour faire un stage en anglais quand on part en stage Erasmus? Alors, ça dépend de votre zone géographique. Vous partez dans le nord de l'Europe, vous pourrez trouver très facilement un stage en anglais. Vous partez dans le sud de l'Europe, ce sera plus compliqué. Et après, sur le côté est de l'Europe, vous pouvez aussi faire des stages en anglais. Par contre, n'essayez pas de trouver très difficilement un stage en anglais en Italie, un stage en anglais en Espagne. Par contre, en Suède, Norvège, Finlande, Islande, ce sera vraiment facile et habituel pour eux. On a également des questions qui concernent le budget. En fonction des pays, quel budget par mois environ Alors, en fonction des pays, ça va être un peu compliqué de vous répondre, mais en fonction des zones. Alors, si vous avez un budget qui est conséquent, vous pouvez tout à fait partir dans le nord de l'Europe. Ça sera là, peut-être en Europe, les pays les plus chers. Vous avez un petit peu moins d'argent, je vous conseille plutôt de partir vers le sud de l'Europe ou l'est de l'Europe. Et d'ailleurs, alors, pour ce qui est du logement, parce que c'est ça vraiment qui coûte cher pour un étudiant, côté est de l'Europe, souvent les universités proposent un logement étudiant, ce qui sera rarement le cas, par exemple, en Espagne, en Italie, au Portugal. Et dans le nord de l'Europe, ils vous proposeront aussi une chambre étudiante. C'est pas tant ça qui vous coûtera cher, c'est l'aspect vie quotidienne. La vie quotidienne, l'alimentation est très chère dans les pays comme Finlande, Suède, Norvège, Islande. Beaucoup moins en Italie et en Espagne, mais Italie et Espagne, eh bien, vous serez très peu aidé pour le logement, donc vous trouverez forcément quelque chose d'assez cher. D'accord. Et maintenant, plusieurs questions et des inquiétudes puisque nous sommes en contexte de pandémie. Que se passe-t-il si mon séjour est annulé à cause du Covid? C'est une très bonne question, merci. Bon, c'est une année complexe, ça l'était déjà l'année dernière. Nous, en fait, on fera le maximum pour qu'il n'y ait pas de séjour annulé. C'est-à-dire qu'on demande aux partenaires d'avoir l'information juste avant le départ de l'étudiant. On préfère que l'étudiant ne parte pas du tout, que son séjour soit annulé avant de partir. Mais à part ça, je suis bien embêtée pour vous répondre, puisqu'on s'aperçoit que, et on le vit aussi dans notre vie quotidienne, on reçoit les réponses le lundi pour le mardi. Et est-ce que les frais avancés alors, ou comment ça se passe? Les frais, les frais avancés seront toujours à la charge de l'étudiant. Pour revenir aux questions de budget sur combien... Vous avez parlé donc de budget plus ou moins conséquent. Oui. En termes de chiffres, les étudiants veulent des chiffres, attention. Ah, les étudiants veulent des chiffres. Non, savoir à peu près combien on estime en moyenne le coût si par exemple un étudiant veut aller en Espagne ou s'il veut aller en Norvège. Alors en Norvège, dans tout le nord de l'Europe, moi je pense à 900 € par mois. Pour ne pas avoir à travailler sur place et vraiment profiter de son séjour. Vous pouvez descendre à 600-700, mais pas moins pour le reste. Il faut vraiment prévoir large,
Se retrouver en difficulté financière pendant son séjour, c'est presque une des pires choses qui peut vous La pire arriver, à part le situation qui Covid. puisse arriver. Mais prévoir son budget, le prévoir largement, pourquoi? Pour se nourrir, pour se loger, mais aussi pour prévoir des activités annexes ou profiter d'être dans un pays pour aller visiter les pays voisins. C'est l'occasion. Et ça fait partie intégrante du programme, découvrir des choses qui sont autour de vous. D'accord. Et du coup, pour un pays du sud de l'Europe ou de l'Est? Mais je ne descendrai pas en dessous de 600 €, quelle que soit la zone géographique. Après, on a, nous, des programmes comme le programme Mobilité internationale de crédit Géorgie-Ukraine, alors qui ne sont pas proposés dans toutes les composantes, attention, mais qui prévoient une bourse qui est assez conséquente quand même, et qui permet aux étudiants, là pour le coup, qui n'auraient pas du tout de budget, de partir. Pour plus d'informations, vraiment se rapprocher du chargé des relations internationales, qui saura si c'est dans sa composante ou pas. Chargé des relations internationales qu'on peut trouver sur le site de l'UPEC. Alors, on trouvera la liste sur le site de l'UPEC à la rubrique internationale, et puis il est situé près des étudiants physiquement, puisqu'il est situé dans chaque composante, son bureau est dans chaque composante et sur le site où se trouve l'étudiant. D'accord, merci. Concernant la mobilité aussi, pour les stages, est-ce qu'il y a des aides justement pour trouver des stages à l'étranger et qu'est-ce qui peut accompagner justement l'étudiant dans sa recherche de stage dans les pays étrangers? Alors, sur le site de l'UPEC, vous avez Réseau Pro, où vous trouvez des annonces. Alors, il y en a peut-être beaucoup moins à l'international, mais vous avez plein de façons de trouver un stage. Alors, chaque année, il y a une présentation pour trouver son stage à l'international qui est organisée par le SCUO. Et là, on vous donne plein de petites informations, des idées. Après, ne pas hésiter, par exemple, à se rapprocher de son réseau. Vous allez dire, je n'ai pas de réseau, mais si, on a tous un réseau finalement. Par exemple, vos parents travaillent dans une entreprise où il y a des fournisseurs étrangers, là, c'est un début de réseau. Il ne faut pas hésiter. Après, il y en a pour à peu près 1 heure d'explication pour trouver son stage à l'étranger. Je ne vais pas m'étaler. Vous regardez régulièrement la page du SCIO, peut-être qu'ils prévoiront de faire cette présentation en ligne cette année, je ne sais pas, on va en discuter avec eux. Ça serait peut-être nécessaire pour les étudiants, effectivement. D'accord, donc là, le plus intéressant, c'est vraiment de se rapprocher du SCUIO, et pas spécialement... Et de son BIP aussi, et de sa composante. Et puis, parfois, les composantes font travailler le réseau inter-étudiants. C'est-à-dire que dans chaque composante, il y a déjà des étudiants qui sont partis. Et puis, vous vous mettez en lien avec les étudiants des années précédentes, qui pourront vous expliquer comment ils sont partis déjà, ça c'est une première chose, et puis vous donner les coordonnées de l'entreprise où ils étaient par exemple. D'accord. Quels sont les avantages justement du programme Erasmus par rapport à d'autres mobilités internationales? C'est un programme qui est assez ancien, il a plus de 30 ans, donc il est rodé. Donc quel que soit l'endroit où vous allez, quelle que soit l'université partenaire, tout est prévu, tout est organisé et l'accueil est vraiment de qualité. Et puis l'avantage aussi de partir comme ça et pas pourquoi ne pas s'inscrire absolument dans une université n'importe laquelle. Et bien là, nous on a choisi des partenaires de qualité du niveau de l'UPEC où l'étudiant ne sera pas perdu, où on a un bon relationnel avec chaque partenaire. Ça c'est très important. Vous arrivez, on vous connaît déjà. D'accord, donc c'est vraiment un avantage donc pour appartenir au truc et pour vraiment vivre son Erasmus dans les meilleures conditions possibles. Oui, dans des conditions où l'étudiant n'est pas perdu et pas isolé. Ça, c'est très important. Ça peut arriver très vite. Oui, c'est sûr. C'est le gros problème. Et donc, pour les étudiants en Erasmus qui viennent en France, il y a des accompagnements particuliers? Tout à fait. C'est encore une fois le chargé des relations internationales qui sera son interlocuteur et l'enseignant responsable des relations internationales pour la partie pédagogie. Le chargé des relations internationales, il a un rôle pour les étudiants qui partent, mais un rôle aussi pour les étudiants qui viennent à l'UPEC. La direction des relations internationales également organise tous les ans une semaine d'accueil afin de présenter l'UPEC aux étudiants. Les étudiants participent également à Bienvenue à l'UPEC, cette année sous format numérique. Et d'ailleurs, demain, le live qui commence à
à 11 heures s'adresse à ces étudiants-là. D'accord. Très bien. Le chat a peut-être d'autres questions. Oui, une question sur les critères de sélection pour partir dans un programme Erasmus. Alors, il appartient à chaque composante. Ce n'est pas la DRI qui décide des critères de sélection. Toujours est-il qu'ils sont un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire la motivation, les résultats des étudiants, l'envie de partir et le relationnel avec l'enseignant. Vous lui présentez son programme, vous lui montrez que votre programme, vous lui montrez que vous êtes motivé, que c'est le bon moment pour vous de partir. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. D'accord, donc c'est vraiment axé sur la motivation et l'envie de partir. Les résultats ont quand même un petit... Les résultats ont petite une place. grosse importance, puisque si vous demandez par exemple à partir, je ne sais pas, en Espagne, vous avez 2 de moyenne en espagnol, là ça posera par exemple quelques petits soucis. D'accord, donc là on se posera plus de, ok. On se C'est posera plus de important. questions. Donc ça reste assez cohérent avec les souhaits. Ayez des bons rapports avec les personnes qui travaillent dans vos composantes, et tout se passera très bien. Très bien, bon, c'est clair. Donc peut-être un petit rappel donc, sur le programme Erasmus dans son ensemble, les pays touchés. Oui. Alors, le programme Erasmus, ça n'est pas seulement l'Union européenne, c'est l'Union européenne, mais d'autres pays comme l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie, la Macédoine du Nord et la Serbie, et des programmes spécifiques avec la Géorgie et l'Ukraine. Vous pouvez, même si la Suisse ne fait pas partie du programme Erasmus, il y a un programme spécifique de bourse suisse. Ce sont toutes les zones où vous pouvez partir et en séjour d'études dans des universités partenaires avec lesquelles on a contractualisé et en stage. D'accord, très bien, merci. Donc à savoir, pareil, hein, pour pouvoir prétendre justement à un échange, il faut se rapprocher donc, de son responsable pédagogique et du chargé donc, des relations internationales dans sa composante, si je ne dis pas de bêtises. Pas de bêtises. Donc le chargé en question qui a son bureau en général dans le bâtiment où on a cours. Donc c'est le plus simple, hein, dans le bâtiment P pour les sciences, I pour les LLSH, etc. Oui, et aussi à Sénard-Fontainebleau. Oui, ou pour les UT, Lieu-Saint aussi. Au Mail des Mèches. Lieu-Saint, donc tout le monde en a un. Ok, bon, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat ? Alors, on a déjà abordé, il y avait pas mal de questions budget qu'on a évoquées déjà. Et puis, peut-être juste compléter sur la question des mobilités Erasmus. En 2018-2019, il y a près de 350 étudiants qui sont partis en séjour d'études grâce à Erasmus et environ 200 pour un stage Erasmus. D'accord, ok. Donc on est sur 600 personnes à peu près sur l'année qui sont parties sur l'année scolaire 2018-2019. Voilà, on ne vous donne pas les chiffres 2019-2020 qui sont un peu tronqués, bien évidemment. Moi, légèrement, oui. Donc il y a des petits problèmes. Très bien. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie des réponses que vous nous avez apportées, des éclaircissements. Donc, je vais vous... Excusez-moi. Oui, pardon, je vous interromps juste une seconde. Je viens de voir une question. Si le dossier est refusé pour une destination, est-ce qu'on a d'autres options ? Généralement, de toute façon, les composantes font choisir 3 destinations aux étudiants. Donc, si le premier choix est refusé, il y a un deuxième et un troisième choix. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon. Du coup, on va se quitter là pour le moment.